2003, aujourd'hui, ne signifie pas qu'on s'est enrichi. Mesdames et messieurs, il fallait aller jusqu'au bout. Nous y sommes allés. Avec l'aide de la communauté internationale dont nous saluons l'appui, que ce soit en termes macroéconomiques ou d'une manière plus spécifique, l'appui au processus électoral, 400 millions de dollars, il fallait quand même les trouver. La présence de la MONUC, 1 milliard par an, même si le ministre du Budget qui est devant vous a toujours eu un petit regret de ce côté-là, ce milliard n'est pas dépensé au Congo. Même leurs assurances, ils les prennent à l'étranger. Mais enfin, la MONUC est là. Il faut tout de même saluer cela. Arriver au processus, au sens scrutin. La question lancinante qu'on nous posait, quelles que soient les sources, qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba va faire s'il échoue? Vous avez vu mon empressement à en donner déjà des éléments de réponse très rapidement, parce que c'est une question qui ne cesse de revenir. Et nous répondions toujours de la même manière, comme aujourd'hui encore. On a signé à Sun City pour un scrutin libre, transparent et démocratique. Libre, ça veut dire quoi? Libre, ça veut dire que tout Congolais qui souhaite y prendre part doit avoir la possibilité de le faire, dans des conditions, notamment sécuritaires, acceptables. Mais à quoi a-t-on assisté dans les mois et même durant le scrutin? Des intimidations, des assassinats. On a assassiné des journalistes. Une partie significative de l'opinion congolaise a demandé, par exemple, à un moment donné, qu'il soit possible d'organiser non pas une conférence nationale bis, non pas revenir à Sun City. Mais puisqu'il fallait aller à ces élections, n'était-il pas important qu'au niveau de la classe politique, on puisse s'arrêter un instant, se mettre autour d'une table, entre ceux qui sont dans les institutions et ceux qui n'y sont pas, examiner un certain nombre de préoccupations, par ailleurs exprimées clairement, afin que, même pour ceux-là qui ne sont pas dans les institutions, ces élections, une fois qu'elles se déroulent, puissent avoir un sens et donc par conséquent impliquer tout le monde, que chacun se sente concerné. Nous avons, vous le savez, dans la logique même de Lusaka, où nous avons considéré que l'opposition politique devait être là, que la société civile devait être là. Vous savez que le MLC a soutenu l'idée du dialogue avant le scrutin. Ce n'était pas parce que c'était rigolo, mais c'est substantiel à la manière dont les choses ensuite, non seulement se font, mais sont pérennisées. À quoi ça sert de faire un scrutin si au soir de la proclamation des résultats, certains donnent l'ordre à une partie de l'armée de tirer sur l'autre partie de l'armée? Ça sert à quoi? Donc, que fait Jean-Pierre Bemba s'il perd? Nous avons toujours également dit, après avoir répondu à la question, assurez-vous que vous posez la même question de l'autre côté. Parce que pour autant que, considérez à tort ou à raison, mais pour nous à tort, que nous avons, nous MLC, par Jean-Pierre Bemba, une capacité de nuisance en termes de capable d'organiser la violence, poser aussi la question de l'autre côté,
pour vous assurer que c'est lui qui contrôle l'ensemble de l'armée, y compris les 20 000 issus du MLC, qui sont dans les différents centres de brassage d'ailleurs. En ce y compris la garde républicaine, hein, GSSP, qui n'est pas brassée du tout. C'est lui qui contrôle les services spéciaux du pays. Dans la chaîne de commandement de ces services, n'apparaît nulle part Jean-Pierre Bemba. Certains anciens que je vois ici dans la salle savent que ces services-là sont dotés de départements action. Mais c'est lui qui contrôle tout ça. Est-ce que vous lui demandez aussi ce qu'il ferait en cas de défaite? Comme si quelque part, le destin du président Joseph Kabila était non seulement de gagner, mais de gagner dès le premier tour pour qu'il ne soit pas nécessaire de lui poser une telle question. On a vite été rattrapé par la réalité. On a vite été rattrapé. L'autre idée sous-jacente à la défaite de Jean-Pierre Bemba et au succès annoncé de l'actuel chef de l'État était que Bemba n'est pas populaire. Bemba ne peut pas être populaire. Alors, mais comment? Il ne peut pas être populaire, ça veut dire quoi? Non, il mange les gens. J'ai toujours travaillé avec Jean-Pierre Bemba. Je ne sais pas si la douceur de ma peau, c'est la chair humaine, mais je vous assure que tout de même. Mais cette image d'un homme qui ne peut pas être autre chose qu'un chef de guerre, qui, quand ce n'est pas lui-même, couvre des forfaits qui relèvent de crimes les plus ignobles qui seraient commis par les gens sous son contrôle, cette image a longtemps collé à la peau, au point effectivement que des spécialistes, je mets des guillemets, de toutes sortes, des experts, je mets des guillemets, de toutes sortes, ont convaincu certains milieux occidentaux, c'est vrai, que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas être populaire. Au mieux, au premier tour, il ferait aller au mieux 7%. Mais son score, c'est 4. Ce que je vous dis là, un occidental, au soir de la publication des résultats, on a dit, mais enfin, 20 c'est beaucoup quand même. Il a multiplié son potentiel par 3. Moi, je dis, ça veut dire quoi? Ça parce qu'il lui donnait 6 ou 7. Ah, il a multiplié son potentiel par 3. Bravo, François. On a dit, enfin, vous vous rendez compte? Mais grâce à la population congolaise, le 27 juillet, quand Jean-Pierre Bemba rentre dans Kinshasa, je ne parlerai pas de l'accueil à Bukavu, je ne parlerai pas de l'accueil à Goma, partout où il est passé, puisqu'il est allé effectivement partout, ce qui explique peut-être qu'aujourd'hui on est tiré sur son hélicoptère, ça lui donnait peut-être trop des ailes. Il a été partout, mais le 27, effectivement, lorsque nous organisons cette arrivée à Kinshasa, notre objectif était de remplir le stade de Tata Raphaël, qui peut contenir entre 40 et 50 000 personnes maximum. Donc on a tout paramétré, nous sommes une structure politique, c'est tout à fait normal. Notre président devait être accueilli dignement dans un stade comble. Mais ça veut dire organisé, paramétré par rapport à 50 000 personnes. Il y en a eu 1 million. 1 million de Congolais dans la rue. Ce n'est pas nous qui les avons organisés. Dans cette dimension-là, nous assistons, comme tous les Congolais, au phénomène. Il y a un phénomène.
Bien, donc je disais qu'il y a là donc un phénomène qui vient battre en brèche toutes les certitudes, tous les calculs qui étaient faits, avec comme leitmotiv, pour l'adversaire, c'est connu, c'est gagné d'avance, les Congolais ne peuvent pas voter Bemba. Donc vous voyez bien que les deux problèmes qui sont sur la table, c'est d'une part le fait que, d'une manière substantielle, ceux qui, et notre devoir est de continuer à saluer et à remercier, nous accompagnent dans ce processus, ne nous ont peut-être pas voulu nous écouter à temps. Lorsque nous disions, le scrutin il est ouvert, personne n'a gagné d'avance, nous nous y sommes préparés depuis toujours, puisqu'aussi longtemps qu'on s'est constitué en groupe politique, notre ambition était de stopper, c'est vrai, par un rapport de force, la dictature à Kinshasa, mais surtout de donner la parole à la population. Et on ne donne pas la parole à la population en restant les bras croisés, on s'y prépare. Les avions, effectivement, et l'hélicoptère, et tout analyste qui regarderait un petit peu cette infrastructure logistique des campagnes verra que même dans leur calibre, ces appareils ont été choisis d'une manière complémentaire et qui traduisent une extrême bonne connaissance de la réalité géographique de notre pays. Il ne s'agit pas simplement d'aller se poser dans les capitales provinciales, il s'agit aussi, lorsque l'on dit qu'on est candidat de tous les Congolais pour la présidence de la République, de se donner le moyen, effectivement, d'aller saluer les gens partout là où ils sont, pas seulement à Kabeka-Kamora, mais partout, effectivement. Donc, nous nous y sommes préparés et on ne fait pas ces choses-là si on n'y croit pas. C'est extrêmement important d'avoir à l'esprit qu'on ne peut pas faire ce genre de choses si on n'y croit pas. L'argent, ça peut servir à beaucoup d'autres choses, quand bien même on en a. Donc, nous avons toujours cru dans ce processus, que ce soit la population congolaise qui, à un moment donné, rende le verdict, a toujours été notre agenda. Il n'y a pas de plan B. Et la seule chose que nous avons exigée, c'est que ça soit libre, transparent et démocratique. Ça n'a pas été libre. Transparent, vous avez vu qu'on a par exemple expulsé des journalistes. Une dame d'RFI, pratiquement avec l'accord de sa chancellerie, une chose inouïe. On en voit la conjugaison d'intérêts qui prennent parfois des allures surprenantes. Pour que ça soit transparent, il faut qu'il y ait des témoins, mais pas simplement des gens qu'on aime ou des gens qui nous aiment. Les témoins, c'est aussi quelqu'un qui... oui. Pourquoi ne pas faire participer des gens qui ne vous aiment pas, puisque ainsi, ils vont peut-être être édifiés sur votre sincérité et tout ça, etc. Ça n'a pas été cela. Des témoins durant ce scrutin, on leur a barré la route, refusé l'accès aux salles dans lesquelles se déroulaient les scrutins, notamment à l'Est. Notamment à l'Est. Pendant des heures, des milliers de bureaux ont fonctionné sans un œil, j'allais presque dire, contradictoire. Je sais, vous savez, que la communauté internationale avait déployé en effet des observateurs, mais vous savez, comme moi, que bien d'entre eux, après avoir dit, il y a eu quelques petits problèmes, mais globalement ça a été, lorsque vous le retrouvez en privé, avait un tout autre discours. Démocratique, je vous ai dit que la démocratie, c'est aussi
la volonté du peuple. Lorsqu'à un moment donné, des représentants de ce peuple, en tout cas ceux qui paraissent les représenter d'une manière substantielle, l'UDPS et les autres, ont voulu s'intéresser à ce processus-là via un processus de dialogue, on leur a fermé la porte. Il y avait donc des raisons qui auraient pu faire que, arrivé au niveau de la publication des résultats, il y avait des raisons pour que les MLC disent non, ça n'a été ni réellement libre, ni réellement transparent, ni réellement démocratique. Donc, on remet tout en cause. Nous aurions pu faire cela. Mais quelle aurait été la conséquence d'une telle position venant du MLC? Je ne parle pas des autres structures respectables, hein? Respectables. Mais à ce stade de l'évolution de la situation dans notre pays, si on avait dit non, c'était pas bon. Mais tout s'arrêtait. Il restait qui à bord? Il restait qui à bord de ce processus? Donc on ne l'a pas fait par complaisance. Nous avons simplement dit il fallait aussi, au-delà des individus ou des intérêts de groupe, il fallait donner la chance au Congo. Et c'est donc dans cet esprit-là que le dimanche, donc 20 août, lorsque le président de la CEI, l'abbé Malou Malou, allait publier les résultats, que nous-mêmes, ayant eu connaissance d'une manière définitive de ce qui allait sortir, c'est-à-dire un deuxième tour en ce qui concerne la présidentielle, notre décision a été de dire il y a eu effectivement des problèmes qui ont pris parfois l'allure des choses inacceptables, mais puisqu'il y a un deuxième tour, nous en prenons acte, c'est-à-dire que nous allons au deuxième tour. 2, nous allons profiter de la période entre la publication des résultats provisoires et le scrutin du deuxième tour, de tout faire, puisque le monitoring a été fait, des dossiers sont là, tout faire pour corriger les choses et créer ainsi les conditions pour que ce qui va se passer au deuxième tour reflète réellement la volonté de la population congolaise. Nous sommes déterminés à sortir d'un processus d'autoproclamation de « moi je suis populaire, moi je suis ceci ». Nous sommes déterminés de faire sortir notre pays de ce mécanisme d'auto-attribution de responsabilité où chaque fois on s'est réunis dans une salle, on se partage des choses et tout ça, etc. pour que, même enfanté dans la douleur, créer tout de même un nouvel esprit, une nouvelle culture, des nouvelles procédés qui fassent que, pour diriger le Congo, tu dois d'abord te référer au peuple et à la population. Voilà substantiellement le choix politique du MLC. Et c'est cela que Jean-Pierre Bemba allait expliquer au monde et à ses concitoyens le 20. Nous attendions simplement que l'abbé Malou Malou annonce officiellement les résultats provisoires. Sur ces entrefaites, le camp du chef de l'État a pris la responsabilité d'empêcher Jean-Pierre Bemba de parler. On a attaqué notre permanence puisque c'était là où devait se tenir le point de presse du président du MLC pour prendre acte des résultats, appeler à la mobilisation générale pour le deuxième tour, en souhaitant que les imperfections, comme je viens d'indiquer, du premier tour soient corrigées et que nous allions y contribuer. Je suis à l'aise avec ces propos puisque nous étions avec mon collègue du plan Sessanga autour de Jean-Pierre Bemba ce soir-là en train de finaliser ce discours. Lorsqu'on apprend d'abord que la JIP
envoyé avec du matériel de communication, puisqu'il allait parler au premier étage de l'immeuble comme celle. Il fallait aménager cela avec des micros, avec des baffles, et la Jeep qui allait à cet effet a essuyé des coups de feu. Nous considérons que c'est un incident passager. Il y a eu réaction de 2 gardes qui étaient au bord de la Jeep. Les agresseurs se sont perdus dans la nature, mais pour revenir avec une puissance de feu inouïe. Un peu plus tard, 2 chars positionnés devant la permanence. Plein de monde, tous des civils naturellement, un peu comme aujourd'hui, venus pour écouter ce que Jean-Pierre Bemba allait dire. Et ces gens ont été piégés là-dedans jusqu'au moment où, grâce à l'intervention de la MONUC, ils ont pu regagner leur foyer. Et là, nous étions déjà vers minuit, 1h du matin. Le lundi. Donc vous avez noté, Jean-Pierre Bemba n'a pas parlé. Aujourd'hui, beaucoup disent « Ah, il ne parle pas, on ne l'entend pas. » Mais on l'a empêché de parler. Doit-il parler? Mais bien entendu, il doit parler. Mais si c'est pour se faire canarder, j'ai dit, on attend un peu de maîtriser un peu mieux les contours, en ce y compris par rapport à sa sécurité en tant qu'homme. C'est quand même un père de famille. Il n'y a pas que Jean-Pierre Bemba politique et tout ça. C'est quand même un être humain. On ne peut pas l'amener à faire des choses dans des conditions qui ne soient pas maîtrisées. Quand il a voulu parler, on l'en a empêché. Doit-il parler? Oui, mais qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Il faut qu'on en parle un peu avant. Qu'on ait cette maîtrise-là, et donc après il va parler. On ne va pas l'envoyer à la boucherie. Le lundi, c'est pour vérifier ce qui a pu se passer dimanche. Et arrêter des modalités pour que cela ne se reproduise plus, que le SIAD sollicite un entretien avec Jean-Pierre Bemba le lundi, le lendemain. Et c'est fixé vers 15h, le président me dira, viens à la résidence à 15h30, le SIAD est là et tout ça. 15h30. Ces gens-là arrivent, l'un après l'autre, 14 personnes, dont l'ambassadeur de Belgique, ici, M. Swing, pour le compte du secrétaire général des Nations Unies, tout le monde est là. Vers 45, donc de 15h, on démarre donc les discussions. Ils ont eu à peine, le SIAD, le temps de nous expliquer la teneur de leur démarche, où j'avais noté personnellement qu'après Jean-Pierre Bemba, ils allaient avoir le même entretien avec le chef de l'État, que les rafales commencent. Cette fois-ci, ce n'était plus la permanence, mais la résidence privée de Jean-Pierre Bemba. Je vous assure que ça s'est fait dans des conditions terribles. Il était avec sa famille. Sur lui-même a montré depuis des années que c'était un homme de courage. Imaginez-vous, vous êtes avec femme et enfant, et une affaire comme ça vous arrive. Vous ne savez même pas ce qui se passe, qui fait quoi, et tout ça, etc. On avait des renseignements, ça c'est autre chose. Mais ça arrive là. Chez lui, à la maison. Avec femme et enfant. Je vous assure que s'il n'y avait pas eu les 14 ambassadeurs, qui aurait cru que Bemba n'a pas cherché? Qui aurait cru cela? On allait vous resservir le même plat habituel. Si ça s'est passé comme ça, c'est que certainement... Aluka Kiango, tout ça. Heureusement, ça s'est fait devant des témoins, disons, dont on ne peut pas douter. Je ne dis pas de l'impartialité, mais tout au moins de l'honnêteté.
D'ailleurs, l'un d'eux appellera, j'étais là, l'un d'eux appellera le chef de l'État. Et si j'ai bien compris la réponse, en ce moment-là, c'était « Êtes-vous sûr? Laissez-moi vérifier. » Donc, c'est vous dire que si ce n'était pas devant témoin, notre version de fait n'aurait jamais été entendue. Merci, madame. Ce qui s'est passé, ça aurait pu dégénérer. Ça aurait pu dégénérer. Le président du MLC a gardé le calme. Il était sollicité. Vous n'avez qu'un mot à dire. Qu'est-ce qu'on fait?